Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du tube de l'été en Allemagne et ce que ça révèle des sociétés occidentales. Et on va parler évidemment de transphobie avec Marion Maréchal. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, très important pour le. Time to feed my babies. You've never seen this man? Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule, il n'y en a pas d'autre. Et pourtant, Dieu sait qu'elles ont été cherchées. La seule et l'unique revue d'actualité, on est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité, vous la connaissez et je le sais. Je le sais parce que vous êtes sur Twitter. Nous sommes en Allemagne, hein. Alors, on range le survêtement du Bayern saison 43, c'est une expression. On est donc en Allemagne et plus précisément dans une boîte de nuit. C'est cool, hein, la boîte de nuit c'est cool. La coque est coupée à l'opium et ça gobe 4 tasses Punisher, donc on frôle l'arrêt cardiaque. Et une vidéo est enregistrée. Extrait. Dans cette vidéo, on voit des jeunes Allemands reprendre l'air d'un vieux son techno des années 80 en y joignant ces paroles « Ausländer, raus, Deutschland, den Deutschen ». Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Paroles qui résonnent en nous. Bon déjà, c'est de l'allemand, donc forcément, ça fait peur. Et surtout, ces paroles-là, ça veut dire l'Allemagne aux Allemands, les étrangers dehors. Ah! Alors il y a plein de choses à dire sur cette histoire, parce que ce son est en train d'être repris à droite à gauche, enfin surtout à droite, et pourrait bien devenir le son de l'été allemand, si ce n'est le son de l'été européen. Et je vais vous expliquer en quoi ce scandale, ou ce buzz en y long sur le textile. Déjà, le son original, pour ambiancer vos soirées, c'est Didi D'Agostino et son très fameux « L'amour toujours ». Alors c'est marrant parce que c'est un son d'un Italien fait en français, repris en Allemagne. Quelque part, l'Europe. J'ai fait un peu toutes les recherches possibles et imaginables sur ce phénomène-là, ce phénomène de ce son-là repris dans les boîtes en Allemagne. Et on va essayer de voir ce que ça dit de la société allemande et plus généralement ce que ça dit des sociétés occidentales. Plutôt que de commenter chacune des fois où ce son-là est passé dans une boîte de nuit, parce que clairement il est passé vraiment dans toutes les boîtes possibles et imaginables, et à chaque fois ça a fait un tollé. Donc on va essayer de prendre le phénomène dans son ensemble, dans sa globalité. Parce que ce son-là, il est repris partout, et il est surtout repris par tous, notamment les plus jeunes. Et c'est le premier point qu'on va aborder dans cette actualité. Alors désolé, mais pour cette actualité, on va parler un peu allemand. Les Allemands, on est au courant, ils ont une histoire assez darkos. Je te fais pas un dessin, je parle clairement de l'Holocauste. Donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands mettent en place un processus mémoriel qu'on va appeler, je dis pas le nom parce que je pourrais pas le dire, qu'on va appeler littéralement la gestion du passé. Passé qui est extrêmement douloureux, donc ils mettent en place une culpabilisation et ce qu'ils appellent une expiation collective. Et c'est ça qu'on a depuis les années 50. Aujourd'hui, avec la crise migratoire, la crise économique et même un besoin parfaitement normal d'une identité collective, la génération qu'on appelle les Zoomers, donc ceux qui sont nés à partir de 1998-99, ne se reconnaissent plus dans ce processus d'expiation. Ils sont en demande de valeurs fortes et surtout d'une identité positive. Et je vous rappellerai la vidéo que j'ai faite sur le besoin fondamental d'une identité positive. C'était ma vidéo sur les origines. Et je prendrai pour exemple les scores du parti de la droite nationale comme l'AfD. L'AfD par exemple qui fait plus de 25% chez les jeunes. Même pas rien. Donc en fait, on assiste aujourd'hui à ce que Freud aurait appelé un refoulement total des valeurs de culpabilité collective qu'on a imposées au peuple allemand et un retour à l'affirmation de soi. Alors attention, je ne dis pas que ces jeunes Allemands deviennent des nazis. Loin s'en faut. Ils construisent juste un discours politique indépendamment de leur histoire traumatisante, qu'ils avaient et surtout du récit de l'histoire qu'on en faisait en Allemagne. En fait,
ces jeunes-là, ils font le deuil d'une pensée politique qui était indissociable de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que depuis les années 50, tout acte politique, toute pensée politique en Allemagne, en tout cas de ce que j'ai lu, toute pensée politique en Allemagne était indissociable de la Seconde Guerre mondiale. Si on faisait quelque chose en Allemagne, si on appliquait une certaine politique en Allemagne, c'était lié de près ou de loin à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la droite nationale en Allemagne n'a jamais dépassé 4% aux élections depuis 1933. Mis à part dans certains cantons, dans certaines régions, dans certaines élections régionales où la droite faisait, je crois, moins de 10%. Du coup, pour cette actualité, c'est passionnant parce que je me suis plongé dans l'histoire de l'Allemagne, ou plutôt dans le rapport de l'histoire des Allemands à l'histoire allemande, notamment les travaux d'Alexander Mitscherlich et de Harold Welser. Et on se rend compte qu'en étudiant ces textes-là, les Allemands se pensent aujourd'hui uniquement, ou en tout cas se pensait jusqu'à aujourd'hui, uniquement par le biais de la culpabilité. Et alors typiquement, vous allez me dire « Oh non mais Georges, t'exagères, là tu fais de la philosophie, il n'y a rien de concret. » Mais si, parce que cette culpabilité qu'ont les Allemands depuis les années 50, elle a des conséquences très concrètes. En 2015, c'est l'un des ressorts, véritablement, l'un des ressorts politiques de narration pour accueillir près d'1 million de migrants. Je cite le président de l'époque, Joachim Gauck, nous avons une responsabilité particulière en tant que pays avec notre histoire pour protéger la dignité humaine et défendre les droits de l'homme. Donc cet imaginaire de la Seconde Guerre mondiale, il est très présent en Allemagne. Et c'est justement la fin de cet imaginaire-là qui illustre ce buzz autour de cette chanson. Qui plus est, parce que cette chanson-là, je vous le disais au début, elle est chantée partout et par tous. C'est pas un truc de nazi chelou en Doc Martens et en Fred Perry. C'est dans la société allemande tout entière qu'on assiste à la fin d'une espèce de dictature mémorielle autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas mes termes, c'est les termes des historiens qui ont travaillé sur le rapport qu'entretiennent les Allemands à leur histoire. Alors, qu'est-ce que ça augure? Parce que c'est une bonne question, ça. À quoi peut-on s'attendre dans le futur concernant justement cette jeunesse-là, les zoomers? Est-ce qu'on va réassister au retour de l'identité allemande, même si cette notion fait un peu peur pour les historiens et à juste titre, ou est-ce que c'est un phénomène de buzz qui est amplifié par les réseaux sociaux? L'avenir nous le dira. La deuxième actualité de la semaine, c'est une polémique complètement lunaire, oui, on va le dire, polémique complètement lunaire qui a eu lieu et qui avait comme principal protagoniste Marion Maréchal Le Pen. Explication de la polémique pour qu'on saisisse bien en fait le degré de folie lexicale qu'on a actuellement, qu'on nous propose actuellement. Au Festival de Cannes de cette année, une personne, alors je vais prendre des pincettes, une personne née dans un corps d'homme mais qui se dit être une femme, qui s'appelle Carla Sofia Gascon, a reçu un prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Emilia Pérez de Jacques Audiard. Bon, jusque-là, on est dans, au royaume des idiots du village, mais pourquoi pas? ¿Cómo no? ¿Y cómo no a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días? El odio. El odio. Et là, t'as Marion Maréchal qui nous dit alors le prix d'une interprétation féminine pour un bonhomme déguisé, ouais, j'apprécie à moitié là, c'est un mec du quartier lui ou pas? Vous connaissez cette citation d'Orwell qui dit qu'en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Eh bien moi je dis que dire toute la journée qu'un homme est une femme ou qu'une femme est un homme, ça ne fait pas une vérité. Et je considère que oui, il y a une tentative relativement méprisante, disons-le, d'effacer les femmes lorsque l'on accorde à un homme, y compris transgenre, un prix qui aurait dû revenir à une femme. Et bam, évidemment, lorsqu'elle dit ça, ça lui tombe dessus en formation 343 ultra offensif. Un communiqué est publié par Mousse, Stop Homophobie, ADOS, je crois que c'est le terme, et la fédération LBGTI+, donc sans doute une version premium sans pub, et on dénonce collectivement, je cite, des propos qui nient l'existence même des personnes transgenres ainsi que les violences et les discriminations dont ces personnes sont victimes au quotidien. Petite rectification assez rapide, Marion n'appelle pas à la haine dans son tweet, encore moins à la violence contre les transsexuels. Elle dit juste qu'un homme biologique a gagné un concours pour les femmes. C'est tout. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette histoire qui est assez symptomatique de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Premier élément, très rapide là aussi, à la suite de la polémique, on va avoir le communiste Jan Brossa
qui va donner des leçons en fait à Marion Maréchal sur ce qu'est être une femme ou pas. Alors désolé mon grand, mais qui es-tu pour dire à une femme, qui plus est à une mère de famille, ce qu'est une femme? Je sais pas. Ensuite, est-ce qu'un communiste a le droit de parler en France? Théoriquement, moi je serais président, non. Est-ce qu'un communiste a son mot à dire sur l'orientation sexuelle ou le genre d'une personne? Pas sûr non plus. Je rappelle que l'homosexualité et la transsexualité étaient systématiquement considérées comme une pathologie psychiatrique en Union soviétique. C'était 50 goulags, 50 goulags ou 5 ans d'internement, avec supplément torture, supplément déportation, humiliation carcérale et exposition à des châtiments corporels. Ça, c'était en Union soviétique. Balaye devant ta porte, mon Yann. Ensuite, on va nous ressortir le fameux « la transphobie n'est pas une opinion, mais un délit ». Déjà, pour moi, c'est le red flag absolu quand t'es une merde de dire « 1 n'est pas une opinion, c'est un délit ». C'est vraiment restreindre juridiquement la liberté d'expression. Pour moi, c'est un réflexe de petite merde. Bon, ça, je le dis, c'est pour Yann Brossard. Et vous me connaissez, moi, je suis taquin. Du coup, je me suis renseigné un peu. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle la transphobie? Parce que si on dit que c'est un délit, il faut la définir. En l'espèce, donc dans le cas de Marion Maréchal, c'est juste mettre en avant le sexe biologique avant l'auto-identification. C'est-à-dire qu'il y a une vérité biologique, et ensuite, il y a comment la dame ou le monsieur s'identifie. Je vois une personne, je suppute son genre. Dans les termes, c'est pas de la transphobie. Puisque la transphobie, ce serait discriminer une personne pour le genre qu'elle s'est attribué. Là, c'est pas le cas. Là, en l'occurrence, c'est de la reconnaissance de son histoire personnelle. C'était un homme, c'est devenu une femme. Puisque la transsexualité induit forcément un avant femme et un après homme. Ou inversement, un avant homme et un après femme. Donc, c'est pas de la transphobie. Ensuite, est-ce que ce que fait Marion Maréchal dans son tweet, c'est un délit? Eh bien, en fait, le code pénal, il est assez flou là-dessus. Très concrètement, en fait, en France, mégenrer quelqu'un, donc ne pas le considérer comme lui se considère, c'est une discrimination, ok, mais c'est une discrimination dans le cadre d'un harcèlement moral, et donc répété. Il faut le faire plusieurs fois pour que ça constitue un harcèlement. C'est l'article 222-33-2 du code pénal. Donc ce que fait Marion avec son tweet, c'est pas de la transphobie. Et dernière chose, en 1979, Christopher Lasch sortait littéralement un banger. C'était son asset à lui. Il sortait ce qu'il a appelé la culture du narcissisme. Et dans ce livre, il constatait et même prédisait le règne de l'identification personnelle au détriment de la validation externe. En gros, je me sens, donc je suis, y compris si je ne suis pas perçu par les autres comme tel. Là, vous commencez à me voir venir. Oui, parce que ce raisonnement-là, ce raisonnement de l'auto-identification, il a ses limites, notamment des limites biologiques. C'est ce qu'on appelle en science le principe de réalité. Je ne peux pas me diagnostiquer autiste, schizophrène ou cancéreux si c'est pas vrai, à moins de mettre la réalité en dessous du ressenti. Il y a le ressenti ici, et ensuite il y a la réalité qui doit s'adapter à mon ressenti. Sauf que la biologie ne marche pas comme ça. La biologie, c'est la biologie au top of the pop, et ensuite il y a ce qu'on en fait. Parce que si tu mets ton ressenti au-dessus, donc il prend le dessus sur la réalité, très concrètement, là je pourrais vous dire dans cette vidéo que je suis un enfant noir de 7 ans et demi, que je suis le fils d'Obama et de Charlize Theron, et qu'on est actuellement en 1800 avant Jésus-Christ, Jésus-Christ qui était lui-même un chat Maine Coon de Tanzanie. Enfin, vous avez capté l'idée, quoi. Vous voyez donc que la biologie, et plus généralement la réalité, nous fixe un cadre de réflexion pour qu'on puisse, nous les humains, s'entendre et communiquer autour de cette réalité. Et alors aujourd'hui, on est très avancé sur le terrain de l'autodiagnostic, puisque des gens peuvent choisir, entre guillemets, leur genre. Et c'est un peu le danger, selon moi, des sociétés libérales individualistes, où on se dit, en vrai, tant qu'il fait chier personne, il peut bien s'identifier comme il veut. Sauf que là, ce phénomène-là, ce processus-là d'auto-identification libre, en fait, de pouvoir dire « je suis », alors même que c'est pas vrai biologiquement, ce processus-là, il entraîne des conséquences qui sont, selon moi, terribles. J'en liste 2, mais il y en a plein d'autres comme conséquences. La première, c'est que, non content de s'identifier ou de se genrer comme on veut, donc sans tenir compte du principe de réalité, je vous rappelle que la biologie fixe un principe de réalité, le fait de s'identifier ou de se genrer comme on veut, ça suffit pas. Maintenant, on impose cette identification
personnel aux autres. Ça n'est plus à soi de s'adapter aux exigences de la biologie et du monde, mais c'est à la biologie et au monde de s'adapter à notre narcissisme qui nous a poussés à nous identifier comme on voulait. Et deuxième élément qui est bien plus grave, c'est que si on bypass, en fait, si on se défait de nos déterminants biologiques, on peut littéralement tout être. Enfin, on peut s'identifier comme un chien, comme un avion de combat ou comme un enfant de 7 ans. Bon, ça, ce phénomène-là, il avait été initié par Daniel Cohn-Bendit dans les années 60, mais vous avez l'idée. Et enfin, et ça aussi c'est ouf parce que c'était aussi prédit par Christopher Lasch, même si tout le monde se plie à nos caprices, même si on accepte de genrer la personne comme elle voudrait qu'on la genre, mais en fait, c'est que du social, parce que la biologie ne se pliera jamais à vos caprices. Vous avez beau vous identifier d'une certaine manière, vous ne le serez jamais. Et c'est pas un avis que je donne, c'est un constat scientifique. Vous ne pourrez pas être ce que vous voulez être. Vous serez déterminé, vous serez cadré par vos déterminants biologiques. C'est comme ça. Est-ce que c'est dommage? Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Ça ne changera pas, ça n'évoluera jamais. Parce que, en fait, pour jouer au con, une personne qui te dit non mais attends, j'aimerais que tu me genres au féminin parce que je suis une femme, tu pourrais très bien lui répondre d'accord, bah dans ce cas-là, je m'identifie comme ton papa et je te demande d'aller dormir. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Ah ben non, pas vrai, t'es pas mon père. Pourquoi? Au nom de quoi je ne pourrais pas être ton père? Puisqu'on ne tient plus compte des déterminants biologiques. Au nom de quoi je ne pourrais pas être ton père? Le phénomène web de la semaine, c'est une confrontation qu'on a eue entre David Guiraud de la France Insoumise et Meyer Habib. Ça s'est un peu tapé sur la gueule à l'Assemblée nationale, c'était assez cool à voir, je vous la mets. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne monsieur. touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Vous pas, voyez parce ces que là, gens-là, devant les caméras, ces gens n'en ont rien à c'est un faire. scandale. Ah, bah, Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Les bienséance. drapeaux palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien à avez plus faire. de limite. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent plus. des bonnes 2000 règles. voix de Regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. C'est désormais votre moment préféré de la semaine, c'est le moment Marceau. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Sincèrement, on va le remporter ce combat et vos enfants ils vivront dans un beau monde. Je vous le garantis. Allez, time. Abonne-toi.